Salut, je suis Ahmed Bangoura alias Barbie Black. Je suis designer, modèle, entrepreneur et je suis dans le podcast Dissidence. Parfait. La famille, aujourd'hui, on va recevoir un génie. On va recevoir des doigts magiques. Des doigts qui se cachent derrière l'habillement, derrière plusieurs personnalités publiques, politiques du pays. Moi, je suis parti sur tes différents comptes, Insta, Facebook, et franchement, je suis fan de ce que tu offres. Je suis fan de tes œuvres. Merci. Je commence d'abord par... on va se saluer un peu la main. La famille, je suis un grand fan de tes œuvres-là. Merci. Et est-ce que tu sais vraiment que tu fais un bon travail? Est-ce que tu en es conscient? Ouais. Oui. Comment tout ça a commencé? Déjà, le stylisme, pour moi, c'est un moyen de raconter une histoire à travers des tissus, à travers des vêtements, exprimer ses émotions. C'est comme un poème. Mais au lieu d'écrire des mots, j'utilise des formes, des couleurs, des matières. Mon métier, c'est de transformer une personne en message vivant. Je suis un putain de fée marraine. Je transforme les princesses en reines, des filles en badass. Donc, si vous voulez être des badass, appelez Barbie Black, quoi. Ouais. Deux artistes se retrouvent sur un plateau. Je suis aussi slammer. Donc, ça fait que je comprends un peu l'aspect artistique dont tu évoques. Moi aussi, quand je vais faire passer un message, je passe par les mots, je passe par les rimes, je passe par tel pour faire passer un message. Et pourquoi Barbie Black? Alors le nom Barbie Black, on m'a surnommé Barbie Black à l'école parce que faut savoir que moi j'étais un jeune, on va dire complètement différent, qui suivait pas les règles, qui rentrait pas dans les cases, et tout. Donc et puis je croyais au dessin animé, je croyais à la vie des reines, des princesses et tout. Les mangas. Voilà, non pas des mangas, j'aime pas les mangas. Les dessins animés, les dessins animés, les contes de fées, de princesses et tout, tu vois. Donc à l'école, on a commencé à me surnommer Barbie parce que j'étais tout le temps avec j'aimais tout le temps les dessins animés. On a commencé à me surnommer Barbie pour se moquer. Du coup, je me suis dit, ok, j'ai pris le nom. Ça t'en va plus à l'époque quand il te disait ça à chaque fois? Non, au début, je comprenais pas pourquoi on m'appelait. C'était juste pour se moquer et tout. Et moi, je me suis dit, ok, je vais vous faire ravaler votre tu mot là. L'as assumé. J'ai assumé en quelque sorte. J'ai pris le nom Barbie et puis j'ai mis dans mes cahiers, même dans mes cahiers de l'école, j'ai mis Barbie Black. Et un jour le prof, il a pris mon cahier parce que, j'avais mis dans mon cahier de devoir et tout. Donc il a pris mon cahier, il a appelé Barbie. Il dit c'est qui Barbie? devant toute la classe et tout, toutes mes potes et tout. Il a dit c'est qui Barbie? Après, j'ai dit présent, mais mes potes, ils étaient choqués parce qu'ils pensaient pas que j'allais assumer. Ils pensaient que, genre, le nom là me dégoûtait et tout. Donc, j'ai assumé, ils m'ont appelé Barbie et tout. Mais après, ils ont arrêté. Parce que les jeunes, quand ils voient que tu assumes quelque chose, ils arrêtent. De base, ils aiment ce que toi tu détestes. Voilà, de base ils l'ont dit juste pour que je me sente mal, pour me ridiculiser, pour me stigmatiser et tout. Mais de nos faiblesses, on peut en faire des forces et combattre quoi. Du coup, j'ai assumé, j'ai accepté et finalement j'ai aimé le nom Barbie parce que c'était différent, ça claquait. Les gens se posaient les questions et j'aime quand on se pose des questions sur mon compte. Tu aimes créer un mystère autour de toi. Un mystère autour de moi, exactement. Moi, l'aspect, quand j'ai été sur tes comptes, c'est le côté peut-être black qui m'a beaucoup plus interpellé, puisque dans la plupart de tes sorties, dans tes habillements, le côté black ressort beaucoup. Et même aujourd'hui, pourquoi cette couleur particulièrement? J'adore la couleur noire, parce que pour moi, la couleur noire, déjà, c'est le chic. En référence à la couleur de la force. À l'Afrique, à notre couleur? Non, ça n'a rien à voir. Pour moi, la couleur noire, c'est la définition de la force, du chic, de l'élégance et
déjà, on va parler des méchants dans les films et tout. Je vois que les méchants, quand ils sont en noir, en fait, ça leur donne un côté charismatique. Ils dégagent ils dégagent quelque chose. Pour moi, le noir ne devrait pas être synonyme de deuil, de trucs. Du sombre. Du sombre et tout, tu vois. Mais j'aime le mystère qui est autour de la couleur noire et tout. Ça fait badass, ça fait force, ça fait... Ça incarne une certaine puissance. Puissance, voilà. C'est ça. Toi, tu es styliste. Et est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi le stylisme dans un langage facile pour tout le monde? Comme je l'ai si bien dit au début, le stylisme, c'est un moyen de passer un message. C'est un moyen de s'exprimer, de parler sans dire un mot, de parler à travers des vêtements, de parler à travers le luxe et tout. Le stylisme, c'est aussi savoir, c'est de l'art, en gros, c'est de l'art. Mais au lieu de peindre, on sculpte des silhouettes, on travaille avec de la couleur, des matières et tout. Est-ce que ça veut dire que c'est un don, ce truc-là? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut se lancer dedans? Ou bien il faut en soi d'abord avoir un talent, un don que tu peux travailler pour le parfaire? Pour moi personnellement, c'est un don. Vu que tout ce que je fais, je l'ai appris en autodidacte complètement. Toi seul? Ouais. Tu n'as jamais eu d'accompagnement? Non. J'ai jamais eu de mentor et tout. J'ai jamais fréquenté d'école, même si j'ai fait quelques mois à l'école CAPAF et tout. J'ai jamais fait de l'école. J'ai appris tout seul et je crois pour moi c'est un don. Mais il est très bien de se former, d'aller à l'école et tout, parce que franchement c'est très difficile. Mais vu que moi je suis passionné, j'aime la mode, parce que pour moi la mode c'est un monde fascinant. La mode c'est magique en fait. C'est un univers grand, pétri d'opportunités. C'est les vêtements ça fait beaucoup de choses. C'est des armures, c'est pour se protéger. On peut voyager à travers la mode. Et comme tu l'as dit même, c'est de l'art. Et partout il y a de l'art, il y a de la beauté, il y a de l'esthétique. Parfois même quand toi-même tu crées, tu regardes, tu es fan de ton génie, tu es fan de ton intelligence, tu es fan de ta créativité. Et nous, par exemple, habituellement, quand on prend dans la généralité, les gens, quand ils ont besoin de quelque chose lié aux vêtements, ils contactent les couturiers. Et il y a aussi les stylistes, vous. Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce qui vous distingue? Le couturier d'abord, c'est celui qui coud. Le couturier, c'est celui qui coud, c'est celui qui travaille sur le tissu, c'est celui qui fait la coupe. Et le styliste, c'est celui qui imagine, c'est celui qui rêve, c'est celui qui crée, c'est celui qui innove. Du coup, dans un pays développé et tout, on peut être que styliste. Et dans un pays développé? Ouais, dans les pays développés, le stylisme est mieux rémunéré que le couturier. Parce que le styliste, c'est lui qui crée, c'est lui qui imagine, c'est lui qui dessine. Alors que le couturier, c'est celui qui coud. Mais dans un pays comme la Guinée, on est obligé de faire les deux. De construire et de rêver en même temps. Parce que déjà, on est dans un pays, imagine, t'es juste styliste, tu dessines. Personne ne va s'intéresser à toi. Donc si je comprends, le stylisme fait beaucoup plus allusion au design. Au dessin. À l'aspect dessin. L'idée. À la conception, en gros. La conception, non, c'est l'imagination. L'imagination, la création. Non, c'est ce que je dis. Tu imagines, et puis tu essaies de le dessiner. Tu conçois ça très bien sur papier. Et après, tu le donnes à un couturier, c'est ça? Un couturier qui réalise. Qui fait la couture, qui fait en gros la tenue, en fait. Lui, il est beaucoup plus technique, voilà, que le styliste. Voilà. Et quand tu es dans un pays comme tel, il faut faire les deux. Il faut faire les deux, oui. Est-ce que tu n'as pas l'impression que le stylisme est beaucoup plus professionnel que la couture? Ou bien c'est la mauvaise appréhension que nous on a ici? Non, les deux sont
Les deux sont indispensables. Okay. On peut pas, les deux sont indispensables. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que le couturier a besoin d'un styliste. Oui, mais est-ce que c'est le cas en Guinée? Est-ce que tu trouves pas que les couturiers, ils sont dans l'optique, ben, je me suffis seul. Moi-même, je peux imaginer, voilà. Oui. Non, mais il y a des couturiers, il y a des stylistes. Il faut pas confondre les choses parce que actuellement, il y a plein de gens qui se prennent pour des stylistes alors que, genre, c'est pas le cas, quoi. Il y a des couturiers, il y a des stylistes. Il y a plus de couturiers en Afrique que stylistes. Les gens ont tendance à confondre les deux. Ok. Et toi, au-delà d'être styliste, tu es aussi mannequin. Ouais. D'où l'idée est venue de se lancer dans le mannequinat? Déjà, avant de me lancer dans le stylisme, j'aimais beaucoup la mode, j'aimais beaucoup les défilés, j'aimais beaucoup parce que j'avais des tantes qui avaient énormément voyagé. Ok, dans ta famille? Dans ma famille. Okay. J'avais des tantes qui avaient énormément voyagé. Du coup, en rentrant des voyages, parce que à l'époque, Internet n'était pas aussi, comme maintenant, accessible comme maintenant. Du coup, on s'informait à travers les magazines. À l'époque, il y avait les magazines comme, les magazines Vogue, Victoria's Secret et tout. Donc, quand ils rentraient et tout, moi, j'ai découvert la mode à travers les magazines et tout. Du coup, j'ai un peu vu le monde de la mode. Mais il faut savoir que le stylisme d'abord, parce que je vais pas sauter les étapes. Le stylisme, j'ai toujours été styliste dans l'âme. Je me rappelle pas de ma vie où je ne créais pas, où je n'aimais pas les vêtements et tout. Même à l'école, tu faisais des dessins. Ouais, j'ai commencé les dessins très très jeune. Je savais même pas au début ce que je faisais moi-même. C'est quand un jour ma maman elle avait mes dessins et tout parce que les gens commençaient à se poser des questions. Ouais, tu fais que les dessins de filles, les filles minces avec la taille. Genre tu commences au début du papier jusqu'à la fin les filles. Là, c'est quel genre de dessin ça? Pourquoi tu dessines jamais les maisons, les voitures et tout? Du coup, ma maman, elle a dit, il veut devenir styliste. Et moi, je savais même pas ce que ça voulait dire. Je lui ai demandé, c'est quoi styliste? Après, elle m'a dit, un styliste, c'est un créateur de vêtements qui fait des défilés et tout. Oui, ma maman. Okay. Du coup, je me suis renseigné grâce au magazine de mode et tout. J'ai vu, je dis, waouh, c'est un métier sympa et tout. Je vais faire ça. Du coup, je me suis dit, d'une passion, d'un rêve, on peut en faire un job. Et vivre de ça. Du coup, après le mannequinat, on m'a fermé plein de portes. Et puis, je reçois plein de messages. Oui, en Guinée, ici. Et puis, je reçois plein de messages en mode, les gens disent, ouais, ton côté efféminé va te fermer plein de portes et tout. Mais on m'a fermé plein de portes. C'est pas que genre ça va me fermer plein de portes à l'avenir. On m'a déjà fermé plein de portes. On dit souvent m'a refusé plein quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ouais. Je me suis dit, on m'a fermé plein de portes. On me dit, ouais, tu es trop efféminé, tu es trop ci, tu es trop ça et tout. Tu vois, on m'a mis dans les cases et tout. Du coup, j'ai dit, ok, y a pas de souci. Quand j'ai commencé à faire, le mannequinat? Quand j'ai commencé à faire des vêtements, je me suis dit, ok. Au lieu d'inviter des gens à poser pour moi, à être mes égéries et tout, j'ai la dégaine, je pose bien, pourquoi pas moi-même, je me représente, alors que, pourquoi pas moi-même, je peux me représenter? Quand j'ai vu tes images, j'ai dit, bah ouais, c'est lui qui l'a conseillé de faire les deux ensemble. La personne lui a proposé vraiment une idée de dingue. Parce que, quand tu le fais, peut-être que moi, je me dis que, tu le fais mieux même que les personnes que tu peux appeler parfois même pour poser dans tes trucs. Tu crois à la réincarnation? Moi? Oui. Tu crois à ça? Bien sûr, moi je crois à la réincarnation. Ok. Moi je pense que c'est pas ma première fois de moi j'ai l'impression que je sais qui j'étais dans une autre vie. Je sais que ça va, genre, je sais que les gens vont dire ouais. Mais je sais qui j'étais dans une autre vie. Tu étais quoi dans cette vie-là? J'étais une personne célèbre. Déjà, j'étais une femme. Dans l'autre vie? Je sais que ça va, ouais. Ok. Tu étais femme dans l'autre vie, là? Je sais que j'étais une femme guinéenne qui vivait, j'ai jamais vécu en Guinée, qui vivait je suis parti très jeune, qui vivait dans un autre pays, qui vivait en France, qui était un grand mannequin, très très célèbre, qui a défilé pour des grandes marques et tout. C'est pourquoi j'ai l'aura d'une star, tu vois. Donc j'étais là-bas et je suis mort dans l'eau. Ah, ok. C'est pourquoi j'ai horreur de l'eau. J'ai tout fait pour savoir nager, mais arrêtez, sérieux.
Non, mais Tu sérieux. n'as pas pu. Je vais pas te dire le nom parce que peut-être que tu peux connaître la personne que j'étais dans une autre vie. Mais franchement, je crois à ça grave. Parce que j'ai Mami rêvé Wata? Non, c'est pas Mami Wata. J'ai dit, je suis mort dans l'eau, j'étais mannequin. Ok. Dans une autre vie. À quel moment dans ma vie précédente. Ok, je comprends. À quel moment tu t'es rappelé ça? Tu as compris, J'ai tu as eu rêvé. conscience. Ah, ok, c'était un rêve? C'était un rêve. J'ai Ok. rêvé de ça. Et je me suis pas couché en mode en pensant à ça et tout. J'ai rêvé de ça et j'ai fait le rapprochement de l'eau. Parce que j'ai un truc avec l'eau. Que ce soit à la piscine, à la plage, quand l'eau dépasse mes pieds seulement, je descends pas dedans. Non, tu pars pas à la J'ai piscine. horreur de l'eau. Alors que j'ai grandi avec des gens où on partait tout le temps à la plage. J'ai tous mes amis savent se baigner, genre se nager. Sauf moi, j'ai tout fait. J'ai pas pu, j'ai horreur de l'eau et tout. Donc j'ai l'impression Tu as dit que dans l'autre vie, tu étais une femme. Ouais. Est-ce que c'est ce côté-là qui t'influence aujourd'hui? Parce que peut-être les gens peuvent dire que la vie est une suite logique. Le fait que les gens disent que tu es féminine, est-ce que c'est ton ancienne vie qui influence ta vie actuelle? Non, je pense pas. Je pense pas. Déjà, moi j'ai grandi entouré de femmes. J'ai grandi entouré de femmes fortes, de modèles que j'ai voulu suivre et tout. Ok. Et mon côté efféminé, ça vient de là. Ok, du fait que tu as trop vécu avec les dames. Ouais, ça n'a rien à voir avec qui je suis et tout. Mon côté efféminé vient de mon enfance, de mon entourage, de ça, quoi. Ok, des gens avec lesquels tu as vécu. Ouais. Le fait pour toi d'avoir des frottements avec eux. Ouais. Tu t'es assimilé. Ouais. Ok. Toi particulièrement, comment tu gères la pression des clients? Parce que dans l'opinion commune, les gens disent souvent que les tailleurs sont des menteurs. Quand ils te disent de venir le 10, il faut venir le 25. Parce que quand tu viens le 10, tu vois. Et comment toi tu gères ces stéréotypes-là? Et dans ton cas particulier, comment tu fais pour gérer la pression de la clientèle, tout le stress que ça fait? Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas rentrer dans les stéréotypes et tout. Même quand je suis rentré dans la mode, les gens ont commencé à dire, ouais, tous les tailleurs, c'est des menteurs et tout. Ils donnent des faux programmes et tout, tu vois. Du coup, c'est pourquoi, comme ce que tu m'as demandé, quand je suis venu, tu me dis qu'il y a plein de personnes qui ont du mal à me joindre et tout. C'est parce que j'ai une clientèle réservée et tout, tu vois. Comme par exemple, ce mois, je peux dire, je prends 5 clients pour le mois, le mois, 5 tenues à faire pour le mois. Parce que j'aime pas me déborder vu que je fais tout seul. J'aime pas me déborder pour après. Doucement. Voilà, j'aime suivre mon rythme et tout. J'aime aller doucement pour pas qu'on dise, ouais, je respecte pas les programmes et tout, tu vois. J'aime pas jouer avec ma crédibilité. Tu vois. Ok. Mais vu que de nos jours, tu vois que la demande est plus forte que l'offre, est-ce que tu prévois une possibilité de vraiment agrandir la chose? Parce que ça peut être vraiment quelque chose qui peut être ouf. Tu emploies des gens encore ingénieux ou plus ingénieux que toi. Ça pas plus ingénieux que moi. Hein. Ça va pas exister? Pas plus ingénieux que moi. Non, tu m'as dit est-ce que je peux embaucher des gens plus ingénieux que moi? Je dis pas qu'il n'existe pas, non. Tu vas prendre des gens que toi tu peux commander facilement. Ouais, dans mon bateau, c'est moi le king en fait, tu vois. Donc je vais pas. Mais c'est toujours mieux de collaborer avec des gens. Je peux collaborer. Ouais, je peux collaborer, faire des collaborations, mais pas employer des gens qui sont. Ça peut pas, ça colle pas quoi. Ça peut coller bien sûr. Ça colle pas. Moi, ça colle pas. Moi, dans mon équipe, je travaille avec des gens plus intelligents que moi, qui connaissent mieux que moi, et puis ça va. La vie. C'est une collaboration, c'est un partenariat. Ouais, non, on peut collaborer. Mais dire employer, tu peux pas employer des gens plus plus expérimentés que toi. Mark Zuckerberg, il y a des génies dans son entreprise là-bas. Bah oui, mais c'est lui le patron, quoi. Tu vois? Oui. Ça ne veut pas dire que quand tu les emploies, tu ne seras plus patron. C'est juste une collaboration. Ils viennent travailler avec toi. Ça participe. C'est ton image qui se vend. C'est ton idée qui se vend. Non, collaboration. Oui, collaboration. Parce que moi, je trouve qu'il y a une différence entre collaboration et employé. Ok. Tu vois, je peux collaborer avec des gens. Collaboration, déjà, c'est 50-50. Tu vois? Et employer quelqu'un qui travaille pour moi et tout, c'est pas une collaboration.
moi, c'est que la personne travaille pour moi. Dans mon œil dissident, moi je trouve que employer quelqu'un, c'est collaborer avec la personne. Okay. C'est le capitalisme qui a donné une connotation péjorative à l'emploi. Moi, quand j'emploie quelqu'un, on est là pour travailler ensemble. Même parfois, il y a ces grandes décisions. Je t'appelle, je dis, ben, il y a tel problème, ou bien il y a ça. Viens, on partage des idées. Moi, c'est dans ce sens-là que je vois l'aspect emploi. Je ne vois pas ça sous une forme de torture, sous une forme d'esclavage moderne. Non, on est ensemble. Bien que c'est moi qui te paye. Mais, quand cela ne tienne, on est ensemble en tant que pote, en tant que frère, en tant que... Ouais, mais moi, je suis super gentil avec les gens avec qui je bosse et tout. Je suis super gentil avec eux et tout. Mais le truc est que le mot collaboration pour moi c'est 50-50, genre tu viens, tu investis, on collabore et tout, tu vois. Moi aussi j'investis quelque chose, on collabore. Mais quand tu bosses pour moi et tout, c'est moi je commande, c'est moi le boss, c'est moi je dirige et tout, tu vois. OK. Et est-ce que maintenant comment tu fais, genre comment tu prévois cela? Comment agrandir ton entreprise de manière à ce que tu puisses répondre à la demande de plusieurs personnes? Ce qui me fatigue déjà, il faut savoir que moi je suis une perfectionniste, mais de ouf. OK. Je suis une perfectionniste et tout. Et puis c'est ça qui me prend tellement de temps parce que j'ai envie de faire les choses bien, tu vois. Sinon je pouvais avoir un petit coin et tout, mais c'est pas moi quoi, tu vois. Tu aimes faire un peu de choses, mais de façon vraiment excellente. Excellente. J'ai un ami pareil, lui aussi, il est infographe. Il ne prend pas trop de personnes. Il prend dans le mois 1, peut-être c'est 3, 5, mais quand il a un travail, il prend le temps nécessaire. Bien le faire. Quand tu veux faire les choses bien, en fait, il faut pas prioriser l'argent et tout. Il faut penser à la long terme et tout. Et il faut penser à demain, tu vois. Tu vas pas juste prendre les gens, plein de gens et tout, faire des trucs médiocres. Et après, il y aura pas de lendemain, tu vois. Ça va juste faire aujourd'hui, tu le fais, et après demain, on s'en fout de toi, quoi, tu vois. Et moi, j'aime pas ça. J'aime faire les choses bien. J'aime penser à la long terme. J'aime penser à demain. Je veux laisser ma trace sur le sable du temps, quoi. Et dans le domaine artistique, même actuellement, c'est l'aspect là, peut-être qui détruit l'aspect, le côté art dans son vrai sens, parce que les gens ont beaucoup plus besoin d'argent que d'un bon travail. Tu vas voir un artiste qui est très bon, en lieu et place de vraiment prendre le temps de bien travailler sa musique. Il est là à mettre en genre Maître Gims. Chaque vendredi, je dois sortir un son. Chaque 5 mois, je dois sortir un album. Ça fait que tu donnes plus, mais la qualité n'est pas aussi ça. Ouais, exactement. Quelle est l'importance, ou bien quelle est l'importance d'un styliste dans la vie d'une personnalité publique? Parce que à ces temps qui peuvent se dire que c'est dispensable. De toutes les façons, moi-même, je peux imaginer des codes. Je le soumets à un couturier, à un tailleur, il le gère ça. Et toi, en tant que styliste, c'est quoi votre importance dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une personnalité publique? Je crois que l'importance d'un styliste dans la vie d'une personnalité publique est primordiale. Chaque personnalité publique déjà devrait avoir son styliste personnel. OK. Parce que on peut avoir du talent, on peut chanter bien, on peut être un bon acteur et tout, mais après, genre l'apparence est très importante parce que déjà quand tu rentres dans une pièce et tout, la première chose que les gens vont remarquer c'est comment tu es habillé et tout. Pas tu as combien en banque. Et même je prends l'exemple sur Beyoncé. Elle chante super bien, elle danse super bien, c'est une bête de scène et tout. Mais j'ai l'impression que ses concerts, c'est des défilés de mode. C'est des défilés. Et même si Beyoncé a besoin de stylistes, a besoin de magie pour briller. Donc, les autres ont forcément besoin de stylistes aussi, hein. Parce que j'ai l'impression que, en Guinée, parce qu'en Afrique, ça commence à changer un peu et tout. Mais j'ai l'impression qu'en Guinée, les personnalités publiques s'en foutent un peu elles disent que c'est dispensable. Elles disent que ils peuvent aller acheter des tenues, s'habiller n'importe comment et tout. Alors que non. La mode, la musique, le cinéma, l'influence en gros, quoi. Il faut vraiment savoir se mettre en valeur, savoir s'habiller et pas des habillements banals, hein, les habillements qui passent inaperçus. Imaginez déjà le lendemain d'un concert, même si tu performes de ouf, même si tu chantes de ouf, la première chose que les gens vont dire d'abord, c'est la tenue que tu portes. Comment tu es habillé.
Tu vois, c'est à ça d'abord ils vont s'intéresser. Je crois que dans la vie d'une personnalité publique, après son talent, c'est ses looks, c'est ses habillements, c'est son image qui est important. Okay. Du coup, on est primordial, on est obligé d'avoir un styliste dans sa vie quand on est une personnalité publique. Il y a pas de débat. Les gens souvent ils ne disent pas qu'ils n'ont pas besoin de styliste parce que c'est l'orgueil ou bien l'idée que c'est dispensable. Et moi, j'ai l'impression que les gens n'en ont pas besoin. Ou bien, les gens n'en ont pas parce qu'il y a moins de stylistes. Par exemple, dans le contexte guinéen, il y a moins de personnes qui se disent stylistes, qui sont vraiment dans le domaine, comme toi, par exemple, qui sont consacrés à ça. Est-ce que tu ne penses pas que vous êtes peu nombreux dans le pays? Ouais. Ça fait que, par exemple, s'il y a 1 million de personnalités publiques, comment 10 stylistes peuvent résoudre leurs problèmes? Ouais, c'est impossible. Parce que déjà pour moi, c'est très important déjà de nouer une amitié avec la personne avec qui je travaille. Tu vois? C'est plus facile de travailler avec la personne. C'est déjà avant de travailler avec une personne, que ce soit une personnalité publique, que ce soit surtout même les personnalités publiques, j'aimerais vraiment connaître les personnes, nouer une amitié et tout. C'est pas juste une affaire de clients. De clients et tu aimes créer une certaine connexion entre la personne et moi, tu vois. Donc imagine tu crées une connexion et puis moi j'ai un défaut et tout, je suis quelqu'un de tellement loyal. Je suis pas le genre. Oui, je crois que c'est un défaut de nos jours. Je suis pas fair play et tout, tu vois. Quand je suis avec toi, Tes ennemis, c'est mes ennemis. Je suis avec toi. Tes ennemis, c'est mes ennemis. Tes ennemis, c'est mes ennemis. Les personnes qui t'aiment pas, je les aime pas. C'est un peu moi. Moi, par exemple, je suis grave comme ça. Si on est potes et que ta copine te donne Goumen, je me rallie à toi. On détruit en fait la fille. On la bloque tous. En fait, je suis avec toi. Toi et moi, on est on bloque la fille ensemble. Je peux même prendre, ton palabre plus que toi, tu vois. Et même si après, toi et moi, c'est pas comme ça, et même si après nos relations se dégradent un peu, je vais pas me rallier à tes ennemis carrément, tu vois. Que ce soit tes amis, tes ennemis, maintenant, ils deviennent automatiquement mes ennemis et tout, tu vois. Donc moi, je suis comme ça et je pense que c'est un peu un défaut et tout. Du coup, ça fait que quand je commence à travailler avec quelqu'un et toute personne qui est dans le même domaine que toi, j'évite de travailler avec ces personnes. Sinon, déjà, je travaille avec des artistes et tout, mais pas les gens qui font les mêmes choses et tout, pas les gens qui sont dans le même domaine et tout. Parce que j'ai l'impression si tu collabores avec un rappeur, tu ne vas pas aller collaborer avec un autre rappeur, parce que j'aurais l'impression de trahir l'autre. Tu vois, même si dans le fond je trahis personne, c'est mon travail et tout, mais j'ai l'impression de trahir l'autre quand je m'allie à l'autre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait que c'est très compliqué pour moi de gérer plein de jeux. Et comme ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas assez. Je crois qu'actuellement ça commence à changer parce que actuellement il y a plein de jeunes de la nouvelle génération qui commencent à se démarquer. C'est juste que les gens ont peur de prendre des risques, ont peur de sortir de leur zone de confort et tout. Et c'est peut-être aussi que les gens qui sont plus connus dans le stylisme peut-être ne parlent pas trop, ne donnent pas le courage aux gens qui ne sont pas dedans d'avoir l'audace aussi de se lancer. Je trouve que vous devez mieux parler, vous devez mieux communiquer avec ceux-là, vous devez leur montrer que ça là c'est possible. Si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Vous pouvez vous frayer un chemin dedans, une carrière et mais je donne tout le temps des conseils. Je donne tout le temps des conseils parce que j'ai plein de jeunes qui m'écrivent en mode j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien comment tu arrives à te démarquer, tu es fort. Je vois que après tout ce que tu as vécu, après tout le tas de haine que tu reçois sur les réseaux et tout, tu arrives à être debout, tu fais tes trucs, tu t'en fous, tu sors de ta zone de confort, tu t'assumes. Donc j'aimerais être comme toi et tout, et je leur donne plein de conseils concernant ça. Comment tu as fait la connaissance de Bintou? Parce que beaucoup de gens t'ont découvert à travers elle.
Alors, j'ai fait la connaissance, enfin, tout le monde connaît Bintou, en fait, c'est la star, quoi, tu vois. Mais, enfin, la connaître vraiment, c'est à travers Cède le silencieux. Ok. Tu le connais? Bien sûr. Du coup, Il était passé à mes débuts sur les réseaux et tout, genre, il me taquinait un peu sur les réseaux et tout, il me taquinait. Ça t'a fait mal? Non. Ça m'a pas fait mal, personnellement. Parce que déjà, il faut savoir que moi, j'étais déjà préparé avant les réseaux sociaux. Tout ce que je vis sur les réseaux sociaux, je l'ai vécu. Tu étais prêt à tout ça? Je l'ai vécu dans la vie réelle. Okay. Dans la vie réelle et tout. J'ai été stigmatisé, agressé, insulté, écarté, trahi par mes amis, les personnes que je considérais vraiment comme des amis à l'école. À l'école primaire. Les personnes que je considérais vraiment comme des amis et tout. Genre, sont venus me dire clairement, genre, j'aime pas ta façon d'être, je suis pas ton ami, alors que j'étais qu'un enfant, tu vois. Donc, le truc d'amitié, en fait, ça me tenait à cœur. Je pensais que c'était réel et tout. Je pensais que tout le monde était gentil, comme moi, quoi, à l'époque. Parce que j'étais super gentil et tout. C'est les gens qui m'ont rendu méchant. Ouais. Tu vois? Donc, tu as une anecdote personnelle d'une agression que tu as subie? Ouais. Vas-y. Une fois dans mon quartier, genre, on m'a agressé à main armée dans le dos. À main armée? Oui, à main armée avec un bâton et tout. Je savais pas c'était qui et tout. Je rentrais à la maison. Genre, la personne m'a attaqué de dos. Tu vois, je me suis retrouvé à la maison le lendemain. J'avais même perdu la mémoire et tout. Ouais. Tu vois, je me suis retrouvé à la maison et après c'était drôle et tout, genre j'en rigolais, mais vu que à l'époque j'habitais avec une tante, elle a dit non, c'est pas drôle et tout, tu as failli te faire tuer et puis tu prends ça à la rigolade et tout, c'est pas drôle du tout. Genre après, vu que moi mon papa il n'est pas là, il est en Europe et tout. Du coup, j'ai dit ça à ma maman, une année plus tard, j'ai dit ça à maman. Elle était sous le choc, en fait. Elle a pété un plan. Elle a appelé mon papa, tu sais ce qui s'est passé et tout. Fais en sorte pour qu'il parte et tout. Genre, je veux plus qu'il reste ici et tout, tu vois. Genre, il doit quitter la Guinée. Il s'est fait agresser et tout. Après, mon papa m'a appelé. Mais putain, pourquoi tu m'as pas dit? Les gars vous ont permis? Pourquoi tu les as pas dit quand c'est arrivé directement? Non, parce que comme ce que je t'ai dit, j'ai vécu plein de trucs. Même quand j'étais plus jeune et tout, j'ai vécu de l'agression à l'école aussi, hein. Oh, genre, tu vois. Donc c'était, enfin, je suis, on va dire que je suis très résilient. Du coup, j'ai vécu tout ça à l'école. Je prenais pas ça au sérieux. Je me suis dit, ah, ok, bof, je m'en fiche et tout, tu vois un peu. Donc, je prenais ça à la rigolade. Mais après, j'ai dit ça comme ça à ma maman pour rigoler et tout. Du coup, elle a appelé mon papa. Elle a pris ça au sérieux. Sérieux, mon papa m'a appelé. Mais pourquoi tu m'as pas dit? Je vais te donner le numéro d'un ami qui est policier et tout, qui est gendarme et tout, qui va te protéger et tout. Quand tu as des problèmes, tu l'appelles et tout. J'ai dit non, c'est pas nécessaire et tout. Je gère, quoi. Du coup, c'est quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux que les gens ont commencé à m'insulter, à me stigmatiser, à me truquer. Ça me faisait ni chaud ni froid. Déjà, il faut savoir que comment j'ai fait le buzz sur les réseaux. Je sais pas si tu connais l'événement soirée TikTok de Mimiche. Du coup, j'étais parti à la 2e édition. J'avais fait une tenue moi-même, une tenue blanche, comme le dress code c'était blanc. J'avais pris mon ticket, j'étais dans le carré VIP, j'étais assis. Après, il y a un photographe, il est venu, il dit, ouais, t'es super bien habillé, je peux faire une photo de toi et tout. Je fais, ok, y a pas de souci. Le photographe, il m'a fait une photo. Du coup, le lendemain, la nuit, je suis couché dans ma chambre. Je vois la photo a fait le buzz. Ouais, ça devient viral. Ouais, ça devient viral et tout. Les gens commençaient à partager. Je vois mes amis proches dire, ouais, par contre, moi, je l'aime et tout. Dans les partages, je fais, attends. Après, je vois une autre amie encore qui a partagé. Je clique sur la photo, je vois plus de 100 partages. Je fais, attends, c'est quoi le délire et tout. Non, je savais pas, je dis, c'est quoi le délire? Je rentre dans les commentaires, je vois, je fais, oh my god. À ce moment, tu avais ta page? Ouais, non, j'avais pas ma page. Okay. Je fais, oh my god. Je rentre dans les commentaires, je fais, oh my god, c'est quoi ça? Et après, je pars, je voulais réagir, je voulais rentrer dans les commentaires, répondre tout le monde, te justifier. Tu vois, me justifier, répondre, insulter et tout, tu vois. Mais après, je me suis dit, je vais me coucher la nuit par conseil le matin, je vais voir ce que je vais faire. Du coup, le matin, je vois que c'est pire que la nuit et tout. Il y a d'autres blogueurs encore qui ont pris d'autres photos et publié, genre, on me confond avec d'autres personnes efféminées, on me confond avec d'autres personnes efféminées et tout, on commence à m'insulter. Du coup, je me suis dit, ok,
j'ai dit, je vais pas laisser passer ça. J'ai dit, déjà, je suis styliste. Chaque jour, je poste mes créations, mes œuvres et tout. Personne ne le marque et tout, tu vois. Donc, je vais profiter de ce coup de buzz et tout. Je me suis dit, qu'est-ce que Kris Jenner ferait à ma place? Là, genre, tu connais Kris Jenner, non? L'amant des Kardashians. Ouais. Tu vois? Parce que déjà, les gens disent qu'elle est une femme. Tu vois? Du coup, je me suis dit, je suis allé d'abord, j'ai créé ma page. Okay. J'ai créé ma page Facebook et tout. J'avais des tenues assez hors du commun, on va dire, tu vois. Du coup, j'ai fait des photos dans ma chambre et puis j'ai posté, j'ai mis en profil, j'ai posté. Les gens ont commencé à partager. C'est lui! Ça trouvait déjà que tu faisais le buzz. Ouais. Du coup, j'ai profité du buzz là, j'ai créé ma page, j'ai fait la photo, j'ai posté, les gens ont commencé à dire, c'est lui, il a posté encore à nouveau et tout. Ils sont venus, les gens sont commencé à partager. À peine le soir, j'avais 5000 abonnés, je crois. Le soir, et puis le lendemain, j'avais 10 000 abonnés, j'étais choqué. En Guinée, c'est souvent comme ça. Oui, c'est souvent comme ça. Oui. On s'est fait un tas d'abonnés. Après, je me suis dit, ok, et tout. Même si les photos que je postais au début me correspondaient pas. Okay. Tu vois, je le faisais juste pour alimenter la polémique autour et tout, pour leur montrer que c'est pas eux, ils décident dans ma vie, c'est moi, je décide et tout. Tu vois? Donc, j'ai commencé à porter des trucs assez dérangeants et tout. Ouais. Tu vois? Ouais. Assez dérangeantes. Et même, ma famille, beaucoup de personnes de ma famille m'ont appelé pour réagir et tout en mode, ouais, pourquoi tu fais ce genre de choses, on t'insulte et tout, tu es là à alimenter encore, à faire des choses aussi dingues. Et ils pensaient que tu allais abandonner, tu allais faire les gens allaient penser que j'allais le mode calme, j'allais me réserver, j'allais me cacher, dire que désolé, je vais quitter les réseaux, je vais pleurer. Mais eux, ils comprenaient pas que derrière cette polémique-là, toi, tu voyais une opportunité qui se cachait. Ouais, une opportunité de me lancer, d'avoir de la visibilité et tout. Tu vois. Parce que ton travail est lié à ça. Ouais. C'est plus tu as vu, plus les clients peuvent te contacter, les portes sont beaucoup plus ouvertes. Bah oui. Alors, reviens sur Yedi Kababintou, avec l'histoire avec Said. Donc, j'ai dit à Said et tout. J'ai dit Said, j'ai un look en tête et j'aimerais habiller Yedi Kababintou. J'ai dit, Said a dit, il n'y a pas de souci et tout, je vais te passer son contact et tu vas l'appeler. Donc, j'ai appelé Gelka Bintou, elle était super gentille. Elle m'a dit, Barbie, passe à la maison. Parce qu'elle m'a dit, Barbie, je dis, allô, c'est Barbie et tout. Elle dit, ah, Barbie, ça va? Ouais. Après, elle m'a dit, oui, mais je te connais, tu es sur les réseaux et tout, tu es une star. Elle est super gentille et tout. Elle m'a dit, ouais, tu passes à la maison, tu fais mes mesures et tout, je sais que tu vas faire une dinguerie. Du coup, je suis passé à la maison, j'ai pris les mesures, on a même fait des snaps et tout, après elle a posté. Ça, c'était avant son concert là? Non, ça c'était avant, c'était la première fois qu'on collaborait. Ok. Non, c'était l'année passée là. Okay. C'était l'année là, je crois, en début d'année. Ok. C'était en début d'année et tout. Du coup, elle m'a dit, passe à la maison, tu fais des mesures et tout. Après, je suis passé à la maison, j'ai fait les mesures, j'ai travaillé sur du denim et tout. Après, elle devait faire une apparition dans un truc. C'est pas, Festival des Grillades. Okay. Elle devait prester là-bas et tout. Du coup, j'ai fait la tenue. C'était super, magnifique. Elle a porté. Et après, elle a aimé. Elle a aimé les délires et tout. Du coup, elle m'a dit, ouais, j'adore Barbie. C'était le styliste que j'attendais. Ouais. À ce moment, elle n'en avait pas. Non, elle avait déjà collaboré avec des gens, mais tu vois, moi, mon style est assez différent et tout. Quelle est la touche qui a fait qu'elle a vraiment aimé la chose? Parce que moi, je suis dans l'innovation, je suis dans l'excentricité, je vais au-delà des standards et tout. Du coup, c'était ça qu'elle recherchait, le côté star, le côté excentrique, le côté différent et tout. Sinon, il y a plein de bons couturiers en Guinée et tout. Mais j'ai mon style à moi, quoi. C'est ça qui me démarque des autres. Parce que moi, je me suis spécialisé en tenue de star, en tenue de scène, en tenue de tapis rouge et tout. Du coup, ça fait que je me démarque des autres. Ok. Durant votre collaboration, qu'est-ce que tu as apprécié chez elle, personnellement? Elle est très humble. Elle est gentille. Et franchement, on est à l'aise avec elle. On n'a pas l'impression de chant. De collaborer avec une diva une diva excentrique et tout.
Tu vois, elle est Contrairement assez... à l'image que les gens perçoivent d'elle sur les réseaux. Mais moi, je la comprenais parce que c'est le même image que les gens percevaient de moi et tout. On me disait que j'étais hautain, que je me prenais trop, que je regardais mal les gens et tout, tu vois. Alors que c'est pas moi. Moi, je souris tout le temps, je suis gentil, mais je peux pas sourire dans la rue en marchant et tout, tu vois. Et ça, je réponds aux gens. Je dis, moi, je suis gentil avec les personnes que je connais ou avec les personnes qui sont gentilles avec moi et tout, tu vois. Donc, moi, je la comprenais super bien. Elle était super gentille. Elle m'a accueilli. Elle se comporte super bien avec moi. Elle me considère déjà comme un ami et tout, tu vois. Ok. Même si c'est la star, quoi. Ouais. Par exemple, tu as dit que tu es très loyal. Quand tu collabores avec elle, tu n'aimes pas collaborer avec quelqu'un du même domaine que la personne. Ouais. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, vu que tu collabores avec Gil Kababintou, est-ce que si Azaya demande à ce que tu travailles pour lui... J'aime pas parler des gens. Non, je veux qu'on comprenne réellement le sens de ta loyauté là. Est-ce que si Azaya, par exemple, demande que tu travailles pour lui, est-ce que tu vas refuser? Pourquoi tu me poses cette question? Parce que tu as dit que tu es loyal. Oui. Moi, je suis pas... Aujourd'hui, par exemple, si tu travailles pour moi, tu vois, je relativise. Il doit, par exemple, se produire à Bercy. S'il demande à ce qu'on lui propose, un grand styliste en Guinée et qu'on propose par B-Black, vas-tu refuser? Parce que tu travailles avec Bintou? Non, mais il faut savoir que moi, j'aime pas parler des gens. Mais pas si on parle pas des gens, on relativise. Genre, j'ai eu à le rencontrer une fois et tout. Il a été super gentil avec moi. Et j'ai eu à habiller une fille qui apparaissait dans son clip. Genre, il était super gentil, super adorable et tout. Mais comme ce que j'ai dit au début et tout, je suis loyal et tout, tu vois. Quand je commence à travailler avec quelqu'un, je suis loyal à toi. Je peux pas collaborer avec d'autres personnes. Que ce soit dans le domaine artistique, que ce soit Azaya, que ce soit genre une autre artiste et tout dans le même domaine et tout. C'est quand déjà j'ai un contrat avec Geli Kababintou. Donc ça m'empêche de travailler avec une autre personne, avec une autre personnalité et tout, tu vois. Surtout pas les personnalités, non. Les gens du même domaine que les autres artistes féminines. Ok. Comment toi, dans ton cas particulier, tu fais pour apporter une touche africaine à tes œuvres? Parce qu'on a l'impression que les stylistes africains sont trop dans les standards occidentaux. Chaque fois ils créent, on voit toujours ce côté occidental qui reflète dans leur création. Comment toi, dans ton cas, tu fais pour donner tu fais pour créer l'africanité dans tes œuvres? Déjà à travers les tissus. Déjà à travers les tissus, vu que j'aime bien travailler avec le lépi, le forêt sacré et tout. J'aime bien inclure aussi des éléments comme le nimba et tout dans mes trucs parce que, enfin, c'est ça. Et j'ai pas l'impression que les Africains, C'était quoi ta question, dernière... Comment tu fais pour donner de l'africanité à tes œuvres? Non, pas celle-là, l'autre là. Tu as l'impression que les Africains ils sont trop dans les standards occidentaux. J'ai l'impression que c'est les Occidentaux, du moins, qui s'inspirent de l'Afrique. Ça, c'est maintenant ou bien ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça. Mais genre, ils essayent de camoufler tellement qu'on ne remarque même pas. Je sais pas si tu avais vu le dernier défilé de Louis Vuitton, là. Ils se sont inspirés des sacs qu'on vend en Afrique, là. Je sais pas comment on les appelle, les gros sacs, là, et tout. Tu vois, ils se sont inspirés de ça. Il y a plein d'autres trucs. Tu vois. Donc, quand tu me dis que l'Afrique s'inspire, on est juste en train de reprendre ce qui nous revient de droit. On se réapproprie. On prend notre notre dû, tu vois. Donc, c'est ça. Et il faut aussi s'inspirer des grands pour être grand et tout, tu vois. Même si en Afrique, ça commence à bouger. Un peu, par exemple, au Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et tout, ça commence à bouger. Et j'ai l'impression que la Guinée stagne un peu parce que j'ai l'impression qu'on ne s'assume pas. On a peur. Ouais, c'est le complexe. C'est le complexe d'infériorité, en fait. Parce que déjà, même quand il y a un défilé qui s'est passé au Sénégal où Naomi Campbell était présente,
Quand j'ai dit, après j'ai posté, je fais waouh, Naomi Campbell est présente au Sénégal. Et après les gens sont venus dans les, j'ai dit et la Guinée, les gens sont venus dans les commentaires à dire non, on n'a pas atteint ce stade et tout, c'est compliqué la Guinée et tout. J'ai dit on n'a pas atteint ce stade. Comment on peut atteindre ce stade si on se bouge pas? Tu vois, si on ne se bouge pas pour changer les choses. Il faut qu'on se bouge, il faut qu'on essaye de vraiment s'assumer, d'avoir confiance. Donc, tu es quelqu'un qui n'est pas tranquille, tu voyages trop. Comment tu es parvenu à t'offrir ces heures de luxe? Bah, je travaille pour ça. Ton premier voyage, tu l'as eu comment? Dans le cadre professionnel. Dans le cadre professionnel et tout. J'ai été invité au Cameroun pour un défilé. J'ai été invité au Cameroun pour un défilé de mode. En tant que styliste. Ok. J'ai défilé en tant que styliste et j'ai été invité aussi pour le FEMIA. Ok. J'ai été invité pour le FEMIA, oui, par ONPA en Côte d'Ivoire et tout. Et après, j'ai eu mes voyages j'ai eu mes voyages de congé, mes voyages pour le plaisir, pour le travail, pour me faire des contacts aussi. Ok. Ok. Quels sont les pays que tu as visités? Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun. Et j'ai été invité à la Fashion Week de Paris et tout. J'ai fait une demande de visa qui a été refusée. Mais je vais retenter encore et tout. Voilà. Ok. Est-ce que tu trouves que le voyage est un luxe que tout le monde ne peut pas s'offrir? Ouais. Okay. Carrément. Tout le monde ne peut pas se permettre de voyager et tout. C'est un luxe. Quel est le plus gros montant que tu as gagné à travers un contrat? J'aime pas parler de chiffres. Hein. Pourquoi? Il faut qu'on soit, en tant qu'Africain, il faut qu'on soit à l'aise. Ouais, avec les chiffres. C'est en tant qu'Africain que je ne suis pas à l'aise avec les chiffres. En tant que c'est pourquoi tu n'es pas à l'aise avec les chiffres. C'est parce que j'aime pas. J'aime pas que les gens s'imaginent je trouve qu'on doit aimer ça parce que on a toute une génération à inspirer, on a toute une génération à inviter à se lancer dans nos domaines. Moi, en tant que slammer, par exemple, quand tu me demandes ce que je me fais, je suis à l'aise à le dire parce que je trouve que ça peut encourager d'autres personnes à se lancer dedans. Ouais, en tout cas, ça paye assez bien ça paye assez bien. Oui, ton plus gros contrat, tu l'as eu comment? Ton plus gros contrat? Oui. Genre, quand c'est tombé, c'était combien environ? Non, je vais pas dire de chiffre. Environ, estime. J'ai pas envie d'estimer, pardon. Sorry. Pourquoi? Sorry, j'aime pas parler de chiffres. Je trouve que... J'aime pas parler d'argent. J'aime pas l'argent. Tu n'as pas l'argent? Pourquoi? J'aime pas. Tu as publié une vidéo sur Facebook dans laquelle tu étais en perruque et la vidéo a suscité assez de polémiques, de moqueries, des sabotages, des insultes. Qu'est-ce que ça t'a fait personnellement? Rien, que dalle. J'en ai rien à faire de ce que les gens pensent de moi, franchement. Quand je le dis, les gens ont l'impression que je suis en train de faire genre ou que je suis en train de jouer un rôle. De jouer l'acteur. L'acteur et tout, que ça m'affecte en vrai. Mais ça me fait absolument rien du tout. J'en ai rien à abattre, rien à foutre, rien à cirer de ce que les gens pensent de moi, franchement. Parce que tout ce que les gens disent là, ça me fait rien. On me dit ça tout le temps. J'ai reçu des milliers d'insultes, de stigmatisation, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit sur les réseaux sociaux. Mais franchement, à un moment, enfin, ça n'affecte plus. À un moment, les mots seront démodés et tout. Ouais. J'aimerais juste dire à mes haters de trouver de nouvelles insultes. Parce que les anciens sont démodés, franchement. Il faut rénover. Ouais. Mais tu as dit dans le post qui avait suivi que tu as beaucoup pleuré de ça, que tu vas plus porter cette perruque-là, un truc comme ça. J'aime pas la tranquillité et tout. Déjà, la vidéo, je l'ai faite parce que ça faisait un moment que j'étais calme sur les réseaux et tout, tu vois. Je me suis dit, je vais un peu jouer avec le nerf des gens. Tu aimes l'instabilité? J'aime l'émotion que ça fait. Le bruit que ça crée. Tu ris des gens. Je suis un peu toxique et tout. Parce que j'aime vraiment faire des baffes. Okay.
J'aime vraiment faire des dingueries pour choquer les gens et tout. Du coup, je me suis dit, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? J'ai appelé une pote et tout. J'ai dit, tu me prêtes ta perruque? J'ai envie de faire une photo. Il dit, Barbie. Barbie, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui encore? Déjà, elle avait compris le délire. Ouais, elle me connaît. Il y a mes amis quand je reçois des insultes sur les réseaux et tout, quand ils voient ça, ils m'appellent, ils disent, allô? J'ai vu encore les insultes et tout. Après, je me suis dit, ouais, j'allais t'appeler pour savoir comment tu allais, mais je sais que mentalement, mentalement, ça va. Ouais. Je dis Barbie que moi, je connais là. C'est pourquoi même j'ai pas eu à t'appeler. Parce que je te connais. Et après, mes amis, ils ont dit, mon ami m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire encore? Tu veux ma perruque, pourquoi? J'ai dit, toi, prête-moi ta perruque seulement. Tu vas voir après sur les réseaux et tout. Après, j'ai porté la perruque, j'ai fait la vidéo et tout. Après, les gens ont commencé à dire, ouais, des trucs comme ça et tout. Après, ils m'ont insulté. Après, j'ai dit, non, je vais plus refaire et tout. J'ai pleuré toute la nuit. Je dis, je vais plus porter de perruque et tout. Tout ça pour alimenter la chose. Tout ça pour alimenter. Les gens sont venus dans les commentaires, comme ils sont cons. Ils sont venus dans les commentaires à dire, ouais, faut le faire encore demain. On va t'insulter encore, on va t'insulter encore. Et j'ai refait. Après, j'ai porté la perruque, je suis allé faire des photos en studio et tout. Après, j'ai posté. Après, les gens sont venus dans les commentaires. Tu n'as pas dit que tu n'allais plus porter perruque. Tu n'as pas dit que tu n'allais plus porter perruque. J'ai même posté un post en mode dire, ouais, j'aurais besoin d'une perruque rouge encore et tout pour une prochaine vidéo. Ouais. Après, alors, les gens. Pourquoi les gens pensent que tu es gay? Parce que j'ai l'impression que les gens ont peur de l'originalité. De la différence, de l'excentricité. Quand tu rentres pas dans les cases, quand tu coches pas les codes et tout, on a tendance à te mettre dans la sauce, alors que on est dans un pays conservateur et tout. Mais si on décide d'être soi-même dans un pays réservé, dans un pays coincé, ça dérange. Le pays n'est pas coincé, c'est des personnes qui sont coincées, du moins. Dans un pays coincé, les gens ont tendance à te coller des étiquettes en mode et tout. Et j'aimerais bien qu'on arrête d'associer mon image qu'on arrête de m'associer tout le temps, quand j'ai des interviews et tout, qu'on arrête de me poser des questions en mode, tu es ci, tu es ça et tout, tu vois. Alors que ça n'a rien à voir. Est-ce que, genre, un mec normal, qui est viril, musclé et tout, vous poserez jamais ce genre de questions alors que ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu es efféminé que tu es ce que tu as dit. C'est pas parce que tu es viril que ce que tu as dit. Il y a des personnes viriles il y a des personnes efféminées qui le sont et tout. Donc, il faut que les gens arrêtent d'associer une personne efféminée à l'homosexualité. Voilà, à un gay et tout, tu vois. Donc, j'aimerais bien qu'on arrête J'aimerais bien que je ne le suis pas. Ok. Je le suis pas. Et même si je l'étais et tout, je vais jamais venir dans une émission le dire. Ok. Pourquoi? Hein? Parce que tu trouves que c'est pas important ou bien parce que tu ne veux pas assumer? Je trouve que c'est déjà premièrement, c'est la vie personnelle d'une personne. C'est la vie personnelle. C'est la personne qui décide s'il veut, s'assumer ou pas. Mais tu vois, il faut se sentir en sécurité pour truquer, pour aborder certains sujets et tout. Okay. Tu vois, parce que étant donné que tu sois une personnalité publique et tout, il y a des choses que quand tu fais, il y a forcément des personnes qui vont s'inspirer de toi et dire que ouais, je vais faire la même chose. Alors que les personnes ne sont pas en sécurité, il faut se sentir en sécurité pour aborder certains sujets. Ok. Tu vois, donc surtout dans un pays comme l'Afrique. Donc toi, tu n'assumes pas ça parce que c'est pas une question d'assumer. C'est pas une question d'assumer. C'est pas une question de truc. J'aime juste pas parler de ma vie. J'aime laisser le doute là. Okay. J'aime que les gens se posent des questions. Il est ci, il est ça et tout. Tu vois. Si tu as envie de savoir, tu m'écris, tu me dragues. Tu vas voir si je le suis ou pas. Ok. Donc pour les gens qui veulent être rassurés. De m'écrire, de me draguer. Qui te contactent, qui te draguent. De me draguer. Pour vérifier quelque chose. De me draguer. Mais j'ai des standards tellement élevé. Vas-y. Donc ça va être compliqué. C'est quoi tes standards? Il se peut que à côté il y a des gens qui sont attirés. Non, n'importe quoi. Arrête. On aimerait connaître bien tes standards pour savoir tu es attiré par quoi, qu'est-ce qui te retient, quel style. Non, j'ai juste dit que j'ai des standards élevés et tout. Ok. Donc ça va dépendre de la personne. Ça va dépendre de la personne et tout. Donc si les gens ont envie de savoir. Déjà, si ils ont envie de savoir, c'est d'aller m'écrire et me draguer. Ils verront. Où est passée la grossesse de Barbie Black? Quelle grossesse? Tu avais dit que tu étais enceinte. Ah bon? Tu avais informé que tu étais enceinte. Tu as dit, je suis enceinte, les gars. Après
Ah bon? Ouais, passer cette grossesse-là. En tout cas, les gens, les haters avaient soif de connaître la suite. Bien sûr. Tu sais que j'ai oublié ce poste-là. Ok. J'avais dit que j'étais enceinte. Bien sûr, tu avais dit que tu étais j'étais enceinte. enceinte de Je crois que c'était en mai. Projet. En mai, ok. Mais tu sais, actuellement, on peut être enceinte d'un projet. Hein. Ok. J'étais enceinte d'un projet, j'ai pas encore accouché, mais sûrement je vais accoucher en décembre. Ok. Je crois que à travers ce podcast-là, si tes détracteurs le regardent, ils vont plus se créer des bruits, ils vont plus se créer des imaginations inutiles parce qu'ils vont comprendre que tu es sur les réseaux pour un but précis, tu juges quelquefois l'acteur, tu dois faire certaines choses pour vendre. T'es sûr? Tes œuvres parce que tu es gérant de Momo Couture, c'est ça, non? Oui, oui. Voilà. Et... Mais t'es sûr que mes haters vont comprendre? Parce que j'ai l'impression que les haters, c'est des cons, c'est des bêtes. Franchement, j'ai l'impression qu'ils comprennent que c'est qu'ils ont envie de comprendre. Tu vois, ils comprennent que c'est qu'ils ont envie de comprendre. Tu peux leur parler de quelque chose et ils vont interpréter ça d'une autre manière et tout. Ce sont des gens surtout qui ont un avis figé. Ils ne voient le monde qu'à travers leur regard personnel. Ouais, c'est comme quand tu dis à quelqu'un, quand quelqu'un te dit, je t'aime pas. Et peu importe ce que tu vas faire, je vais jamais t'aimer. Donc, quand tu t'obstines à vraiment convaincre cette personne, c'est une perte de temps. Tu vois? Okay. Et moi, le temps, j'en ai pas. Franchement, je crois que essayer de raisonner des personnes comme ça, c'est perdre son temps. Ouais. Ouais. Alors, c'était un grand plaisir de te recevoir le dans plaisir le est podcast partagé. Dissidence. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Que tu veux dire? Quoi? On a presque tout dit. Ouais, on a presque tout dit, hein. Quels sont tes défis? Pour les gens qui veulent te contacter, est-ce que tu es ouvert aux gens qui veulent bénéficier de tes services? Moi, déjà, je trie mes clients. Ok. J'aime pas travailler avec tout le monde et tout. J'aime être demandé. Pourquoi tu n'aimes pas t'associer à tout le monde? J'aime pas m'associer à tout le monde et tout parce que déjà je suis perfectionniste. Quand je m'associe à toi, et tout, il faut que ton image corresponde à ma vision. Ok. Tu vois. Okay. Il faut vraiment que j'aime ce que je vois. Il faut vraiment que j'aime collaborer avec toi. Ok. Tu vois. Okay. Du coup, j'aime pas m'associer à tout le monde. Je trie mes clientèles et tout. J'aime travailler avec la crème de la crème, l'élite en gros. Mais c'est pas exclure les autres, hein, parce que chaque personne a ses propres goûts, sa particularité. Déjà, ouais, quand je parle d'élite et tout, peut-être qu'il y a d'autres qui vont se sentir vexés et te dire que ouais, parce que nous on n'est pas des élites, on n'a pas d'argent et tout, ça n'a rien à voir et tout. Chacun peut avoir des vêtements chez un styliste et tout, tu vois. Mais le problème est que tu peux pas être un Mariam du quartier et venir dire que tu veux un look de Beyoncé alors que tu n'as pas le budget de Beyoncé et tout, tu vois. Faut être réaliste aussi. Ouais. Hein. Je me rappelle. Tu as dit que tu avais habillé Rihanna. Ah bon? Oui. J'ai habillé Rihanna. C'est sûr? Ouais. Mais on n'a pas vu les images de toi. Ouais, j'étais au Met, non? Tu n'as pas vu mes photos au Met Gala? Tu avais publié? J'ai été même pris en photo par le photographe de Kim Kardashian. Comment ça s'est passé, la collaboration? Faut savoir que les gens vont dire que je mens. Les gens vont dire que je mens tout à l'heure. Moi, tu veux que je le dise? Bien sûr, vas-y. On est dans la dissidence. Okay. On dit tout ce qu'on veut. Ok, c'est quoi ton nom? Abi. Abi, ok. Abi, je suis parti à Paris. Tu as vu ma vidéo bref, non, là, non? Donc, je suis parti à Paris pour un stage et tout. Donc, la maison dans laquelle j'étais, ils ont un peu aimé mon job. Okay. Du coup, ils m'ont mis dans l'équipe qui devrait faire la tenue de Rihanna. Okay. Du coup, on m'a proposé le projet. Je savais même pas que c'était la tenue de Rihanna qu'on devait faire. Okay. J'ai pas fait moi personnellement la tenue, mais j'étais dans l'équipe qui a fait la tenue. Okay. Donc c'est là-bas j'ai eu à rencontrer Rihanna et tout que j'ai eu à participer au Met Gala. Mais sur le tapis rouge du Met Gala, si tu n'es pas invité d'honneur, si tu n'es pas artiste, si tu n'es pas acteur, les photographes ne s'intéressent pas à toi parce que personne ne me connaissait et tout. Du coup, heureusement que j'ai eu à rencontrer Kim aussi au cours des trucs et tout. Donc quand on était dans... Kim Kardashian? Oui.
quand on était dans les loges et tout, parce que elle fait d'abord les photos dans les loges avant de partir sur le tapis rouge et tout. Du coup, j'ai fait des photos dans les loges et tout. Après, les gens ont commencé à dire ouais, bla 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 bla. Mais pourquoi les gens n'ont pas cru à cette histoire? Je sais pas, parce qu'ils sont bêtes. Peut-être jaloux aussi. Ouais, jaloux. À chaque fois qu'un Guinéen atteint un tel niveau, ça suscite de la jalousie et ça s'est bien passé quand même. Super bien. Tu as eu combien dedans? J'ai eu combien dedans? Comment? J'aime pas parler des chiffres. Moi, je veux que tu parles de chiffres. Je veux pas parler de chiffres. Faut même pas te fatiguer. 5 000 euros? Non. 10 000? Non. Alors, merci d'être passé dans notre podcast. On a des messages pour les gens qui veulent se lancer aussi dans le stylisme. Sortez-vous les doigts et allez-y bosser, en fait. Rien n'est acquis par la truc, par le paresse, par la facilité et tout, tu vois. Et après, j'ai plein d'amis qui disent ouais, tu as de la chance et tout, alors que moi je passe des nuits blanches, je travaille. J'avais même un pote et tout qui venait chez moi, il se couchait dans le lit, il dormait, alors que moi je bosse. Je peux travailler du matin au matin. Genre, je peux pas commencer à travailler à 8 heures. Je me couche à 4 heures, tu vois. Donc, quand les gens disent que j'ai de la chance, ça me fait un peu mal et tout. Alors que ils ne voient pas ce côté invisible là. Ils ne voient que les voyages, les opportunités, les photos avec les stars. Alors qu'on passe des nuits blanches, on travaille, je pars à Madina, j'achète mes tissus. Je fais tout moi-même et tout. Donc, quand on me dit que j'ai de la chance, pour moi, c'est comme une insulte et tout, tu vois. Et j'aime pas. Et les gros mots sont permis. Vas-y. Pour la fin. J'aimerais juste dire aux gens de sortir les doigts du cul et de travailler et tout. D'arrêter de dire que les gens ont de la chance. Parce que c'est pas de la chance. Merci. Quel message tombe dans de bonnes oreilles. C'était un plaisir de te recevoir. Le plaisir est partagé. La famille, on était avec Barbie Black. Et merci de suivre ce podcast-là. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Et pour les gens qui ont une histoire passionnante ou des histoires passionnantes, des histoires dissidentes, des histoires intéressantes, c'est un podcast ouvert à tout le monde. Tout le monde. N'hésitez pas de nous contacter, on va laisser un mail, une adresse mail, envoyez-nous un message et racontez-nous votre histoire. Si on la trouve aussi assez dissidente, on va vous contacter et on va planifier votre passage dans notre podcast. Merci et au prochain numéro. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence.